Sani Ladan, c'est le nom de notre invité aujourd'hui. Un activiste d'origine camerounaise, spécialiste dans l'immigration et la défense des droits humains. Actuellement en Espagne, il est conseiller au cabinet du ministre des Droits sociaux. Pour nous, c'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre antenne ce jeune Camerounais qui, en 2011, a pris le risque de venir étudier en Espagne et qui aujourd'hui, en plus de veiller au respect des droits de l'homme autour de la société africaine, encourage de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves, même si le chemin parfois est étroit. La jeunesse est le fer de lance de la nation et cela confirme aujourd'hui par ce jeune qui ne brille pas seulement par son intelligence et sa détermination, mais aussi par ses actions. Monsieur Sani, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Secteur 237. Bonjour et merci de m'avoir invité à cet entretien. Nous aimerions savoir, après vos études au Cameroun, vous avez décidé d'immigrer en Espagne. À quoi ça a été dû? Il est bien vrai, je crois que c'était important de souligner ici que quand je suis parti du Cameroun, je ne partais pas pour venir en Espagne. Donc c'est très important ce point, je crois. Après mes études, c'est pas que j'ai fini mes études au Cameroun, j'étais en première année de journalisme et j'avais fait la demande d'une bourse pour continuer mes études. Évidemment, on sait comment le système fonctionne au niveau du pays et ils ont exigé à mes parents de payer pour avoir accès à cette bourse que j'avais déjà gagnée par rapport à un concours. Et finalement, je crois avec toute la frustration, parce que moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes quand j'étais au pays pour me former, pour être quelqu'un d'utile, quoi. Et je crois que c'est cette inquiétude qui m'a poussé à prendre cette décision. Et je me souviens au départ, pour moi, c'était d'aller au Nigeria. Parce que je fréquentais beaucoup les cyber. Et j'avais vu qu'il y avait pas mal d'universités au Nigeria, surtout au niveau d'Abuja. Et mon idée, c'était d'aller faire mes études, continuer mes études au Nigeria. Il est bien vrai, c'est un système anglophone, mais bon, au Cameroun, comme c'est bilingue, je maîtrisais aussi l'anglais. C'est pourquoi j'avais décidé de partir au Nigeria. Mais après, parfois, tu sors, tu as un programme et les choses, c'est à partir du Nigeria que ça a commencé à changer jusqu'à ce que j'ai pris la décision petit à petit d'avancer jusqu'à ce que je suis arrivé en Espagne. Selon votre témoignage, vous avez passé ici 60 jours dans un centre de rétention et selon vous, c'était les plus pires jours de votre vie. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de cela? Oui, je me souviens, je le dis toujours dans mes entretiens. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, nous en Afrique, on est habitué avec l'hospitalité. On a une façon très ouverte. Quand je dis en Afrique, j'ose dire en Afrique parce que c'est presque dans tous les pays d'Afrique, la manière dont on reçoit les gens. Et la réception que les migrants, surtout les migrants qui viennent vers la frontière sud de l'Espagne reçoivent ici en Espagne, n'est pas toujours la bienvenue, n'est pas toujours la meilleure. Et pour que les gens comprennent, j'ai envie de contextualiser. Quand tu arrives en Espagne, la législation espagnole dit qu'on doit te mettre dans un centre de détention un maximum de 60 jours. Normalement, c'est une législation européenne au niveau de l'Europe, mais c'est chaque pays qui détermine combien de jours va être le maximum que les immigrés vont être dans ces centres de détention. Et franchement, c'est des centres qui ne respectent aucune logique des droits humains. Comme je le dis toujours, ce sont des prisons pour les immigrés. Et quand on regarde, même au niveau de la législation espagnole, quand on regarde au niveau de la loi, le fait d'entrer en Espagne, disons à travers la frontière sud, on peut considérer ça comme une faute administrative. C'est comme quelqu'un qui est en train de conduire sans permis. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui conduit sans permis, on le met en prison. Mais si c'est le cas des immigrés, évidemment, quand ils arrivent comme ça, avec cette faute administrative, l'Espagne les met en prison parce que les centres de détention ici en Espagne, ça a un régime fermé. Donc directement, c'est des prisons. Parfois, je dis même que c'est plus que des prisons parce que au niveau des prisons en Espagne, vous avez des soins sanitaires,
vous avez des médecins sur place, il y a des infirmiers. Mais dans le cas des centres de détention, surtout où j'étais moi à Tarifa, il n'y avait même pas d'infirmerie. Donc les conditions étaient inhumaines. On était parqués dans un cage comme si c'était des animaux dans des cirques. Et franchement, au niveau du standard d'un pays qui se dit pays qui respecte le droit de l'homme, je crois que c'est très violent pour les gens qui sont enfermés dans ces centres. Quand vous êtes en train de parler de rétention, ouais. J'aimerais savoir si c'est pas une façon d'arrêter l'immigration. Ils se disent que c'est une façon d'arrêter l'immigration. Mais pour moi, je crois que c'est très important de préciser que l'immigration, c'est quelque chose qui a toujours existé. Depuis qu'il y a eu l'existence de l'homme sur la Terre, il y a eu l'immigration en différentes formes. Et cette immigration qu'on est en train de voir, c'est le fruit disons, de l'échec de la politique au niveau mondial. Et on est en train de voir que de plus en plus, il y a cette injustice qui caractérise notre planète entre le nord global et le sud global. Et plus que cette injustice continue, plus il y aura l'immigration. Ça, c'est une certitude. Et moi, je dis toujours que les centres de détention, les barrières barbelées, etc., ne peuvent pas freiner l'immigration. Jusqu'à ce qu'on mette des voies légales pour que les gens puissent immigrer, disons, en toute sécurité, tant que l'Europe n'a pas pensé à cela, l'immigration va continuer. Mais c'est au péril des vies des Africains, évidemment, parce que ce sont des Africains dans la majorité des cas. Mais ce qu'on demande toujours au niveau des organisations qui défendent les droits humains, c'est d'appliquer une politique migratoire dans laquelle, quand quelqu'un est dans son pays, il a envie d'aller faire les études, d'aller faire du tourisme, ou quoi que ce soit, comme le font les Européens et les Occidentaux d'ailleurs, qu'on puisse le permettre de demander un visa avec les conditions qu'on lui demande, et une fois qu'il demande le visa, qu'on lui donne ce visa-là pour pouvoir voyager. Après tant de souffrances, comment vous êtes arrivé là où vous êtes actuellement? Et je crois que mon parcours, c'est un parcours qui a été, disons, avec beaucoup d'obstacles, je le reconnais. Et l'obstacle aussi, c'est par rapport au système dont j'étais en train de parler, au niveau de mon pays, le Cameroun, et même au niveau de l'Espagne où je suis. On se rend compte que quand on arrive ici en Europe généralement, pas seulement en Espagne, que tout ce qu'on amène, tout ce qu'on apporte avec nous, que ce soit notre identité, que ce soit nos études, tout ce qu'on amène, ici on essaie de nous dire que ça ne vaut absolument rien. Moi j'ai fait face à cela. Je me souviens quand je suis arrivé ici, j'étais obligé de reprendre mes études au niveau du brevet, du BPC. Pourquoi? Parce que ici en Espagne, on me dit que les études que je vis et j'amène du Cameroun, ça ne les intéresse pas. Exactement. Donc il y a eu beaucoup d'obstacles, mais je dis toujours qu'il y a quelque chose. Les Africains, nous sommes pétris de talent. Je le dis haut et fort. Il faut juste voir quand un Africain est quelque part, que ce soit au niveau des États-Unis, à la NASA, que ce soit au niveau du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, il y a toujours des Africains qui lèvent la tête. Et avec beaucoup d'obstacles. Bon, moi je dis toujours que on nous met tant d'obstacles qu'on est obligé parfois de faire 2, 3 ou 4 fois plus d'efforts que les Occidentaux pour pouvoir avoir quelque chose que eux ils ont normalement. Et moi j'ai fait face évidemment à ça. Je disais que la persévérance, les gens parlent beaucoup de la chance, mais moi je suis quelqu'un qui ne croit pas à la chance. Je crois qu'il faut... Après la vocalité. Ouais. Je crois qu'il faut beaucoup travailler et croire en soi-même. Et aussi croire qu'on a un talent. Je dis toujours parce que nous, les Noirs en général, on a quelque chose que dès le plus bas âge,
Et on comprend toujours que c'est les Blancs qui sont les meilleurs, même dans nos maisons. Parfois, quand il y a des enfants, vous êtes dans une famille, celui qui a le teint le plus clair, on a tendance à le choyer, quoi, parce donc depuis tout petit, on voit que on est condamné. Et parfois, pour croire en soi, c'est très compliqué. Je crois que c'est le premier pas. Et une fois que tu crois en toi, les choses fluent. Comme nous sommes en train de parler de l'immigration, j'aimerais savoir, que diriez-vous aux gens de l'immigration? J'étais en train de dire tantôt que l'immigration, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui va continuer à exister. Il faut que les gens comprennent que c'est pas celui qui veut qui sort de son pays. Et c'est celui qui peut d'abord. Et c'est des gens vraiment courageux qui sortent de leur pays pour pouvoir migrer, surtout de la manière dont on vient, ou bien même ceux qui arrivent par voie légale. Je crois qu'il faut être vraiment courageux de laisser derrière tous tes souvenirs, toute ta famille, les amis, pour pouvoir arriver dans une terre nouvelle, apprendre tout à zéro, recommencer tout à zéro. Et avoir un moral d'acier. Et il faut aussi avoir un moral d'acier. Les gens doivent comprendre que, surtout dans ce cas les Espagnols, que les immigrés qu'ils voient dans la rue ne doivent pas être considérés comme leur ennemi. Dans ce cas, parce que c'est ce que les politiques de l'extrême droite essaient de fomenter au niveau de la société, non? Que le dernier, l'avant-dernier dans ce cas, l'Espagnol par exemple, qui n'arrive pas à manger à sa faim, se mettent contre le dernier, dans ce cas, l'immigré qui arrive. Et généralement, les immigrés, quand ils arrivent, ils ont des idées très claires de ce qu'ils veulent. On trouve de tout, généralement. Mais généralement, celui qui sort, il sort avec un objectif. Et il faut que les Espagnols comprennent que les immigrés, évidemment, ce ne sont pas leurs ennemis, sinon que c'est des gens avec lesquels on peut conjuguer. Il faut aussi qu'ils comprennent que les immigrés ne doivent pas être pensés seulement quand on est en train de penser que le taux de natalité a baissé en Espagne et il faut que la main-d'œuvre arrive pour pouvoir soutenir le système des retraites en Espagne. Parce que généralement, quand on parle positivement, entre guillemets, de l'immigration en Espagne, c'est quand on dit, bah oui, s'ils arrivent, bah voilà, il y aura la main-d'œuvre et on aura des gens qui vont soutenir le système des retraites en Espagne, parce que l'Espagne, c'est une population à 80% vieillissante. Et donc, ils ne doivent pas seulement penser aux immigrés du point de vue utilitariste ou matérialiste. Ils doivent penser que les immigrés qui viennent, quelqu'un peut venir et il n'a pas envie de contribuer au niveau de l'économie de l'Espagne et il peut être ici. Après tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu, pensez-vous que la jeunesse africaine a des opportunités ici en Espagne d'emploi? Je crois qu'il faut penser cette question en deux volets. Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on parle de l'opportunité? Bien sûr, quand on compare avec nos différents pays, on peut dire oui, ils ont les opportunités. Quand on essaie de faire la comparation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Africains, on doit sortir de la façon de penser que ce n'est qu'ailleurs qu'on peut se développer. Il faut qu'on commence aussi à penser que on peut faire un développement endogène dans nos différents territoires. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui est vraiment rempli de ressources. Et quand je parle de ressources, on peut parler des ressources en matières premières et même en ressources humaines. Je parlais tout à l'heure de la jeunesse africaine. Et là, c'est où on doit mettre aussi les dirigeants africains face à leurs responsabilités, qu'ils comprennent que les jeunes Africains ne doivent pas aller en quête de l'opportunité. Parce que les opportunités doivent être créées dans nos différents pays au niveau de l'Afrique pour que l'Europe cesse d'être l'Eldorado.
et qu'on essaie aussi de voir nos pays comme, disons, les endroits où on peut se développer. Moi, je suis pas d'avis qu'on dise aux jeunes Africains de ne pas migrer, parce que l'immigration ouvre l'esprit. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques. Moi, je suis partisan qu'on puisse découvrir le monde. Mais le seul truc que je suis en train de dire, c'est il faut que nos dirigeants et les dirigeants européens, dans ce sens, puissent permettre qu'il y ait des voies légales et sûres pour que ces jeunes-là puissent le faire. Votre parcours a fait de vous un défenseur des droits humains. Pensez-vous que ça vaut la peine? Si je vois tout ce que j'ai eu à accomplir depuis que je suis sorti du Cameroun, je ne suis plus la même personne du point de vue intellectuel, du point de vue de formation, je peux même dire du point de vue de l'homme que je suis aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements et je crois que ça a mérité le coup. Ça a mérité le coup. J'ai connu pas mal de gens. J'ai fait pas mal de milieux où si on m'aurait dit que j'allais être dans ces milieux, et je continue à fréquenter des milieux où si je ferme les yeux, je regarde 4 ou 5 ans en arrière, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, tellement de choses qui ont changé, et je dis toujours que ça valut le coup. Maintenant que vous avez fini vos études des relations internationales, vous êtes déjà en train de travailler. Ouais. Qu'avez-vous prévu après tout ça? Je dis toujours qu'un Africain qui sort de l'Afrique, qui se forme, doit toujours avoir une vision tournée vers l'Afrique. Je crois que c'est le professeur Achille Bembe qui disait que un Africain, un noir en général, qu'il soit de la diaspora, tant il peut avoir le poste qu'il veut, le statut qu'il veut, il peut être docteur honorifique ou bien n'importe quoi. Tant que l'Afrique est toujours à genoux, personne ne va le respecter. Il peut être n'importe où il veut. Et ça, c'est quelque chose que moi je vois, même au niveau de mon travail. Moi je disais tantôt que je fréquente dans mon travail les milieux que je n'aurais jamais pensé. Mais parfois, il y a des gens qui se surprennent de me voir là-bas. Ouais. Pourquoi ils se surprennent de me voir là-bas? Simplement parce que je suis noir, je viens de l'Afrique, et dès le départ, on a une image de l'Afrique comme un continent où il n'y a rien de bon qui peut sortir de là-bas. Exactement. Et c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Actuellement, moi je dis toujours que on doit comprendre que tout ce qu'on fait, si le résultat ne se voit pas au niveau de l'Afrique, personne ne va nous prendre au sérieux. Donc ma démarche actuellement, évidemment, c'est de tout ce que je suis en train de faire, avoir une vision tournée vers l'Afrique, parce que je crois que c'est en Afrique que va se jouer, disons, l'avenir du monde. Aujourd'hui, que vous êtes un exemple pour la jeunesse, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui va immigrer? Vous dites un exemple, moi je ne sais pas si je suis un exemple ou pas, et quand on me demande toujours dans des entretiens de donner des conseils, je prends un peu du recul, parce que il faut vraiment oser quoi, pour donner des conseils aux gens. Mais néanmoins, ce que je peux dire, c'est que les jeunes Africains doivent comprendre d'entrée qu'ils ont tellement de talent. On a tellement de talent en Afrique, parce qu'il faut comprendre que malgré les difficultés qu'on a en Afrique, on arrive à s'en sortir, et on arrive vraiment à s'imposer au niveau international. Je le disais tantôt qu'il n'y a pas une structure au niveau international où il n'y a pas un Africain ou bien une Africaine. Et ça, c'est disons, la source de l'Afrique. On a une source qui ne tarit pas, et ça ne va pas tarir. Pourquoi l'Europe tremble?
j'ose utiliser ce mot. Pourquoi l'Europe tremble quand on parle de l'avenir de l'Afrique? Ils sont toujours en train de viser, disons, la manière dont les Africains sont en train d'accoucher. Les Africains ont beaucoup d'enfants et tout ça. Pourquoi ils font ça? Et pendant ce temps, en Europe, ils veulent fomenter la natalité. C'est un double discours qui est très violent. C'est un couteau à double tranchant. Ouais, un couteau à double tranchant. Parce qu'ici, ils disent, on va fomenter la natalité. Et là-bas, ils disent, faut pas avoir des enfants. Parce qu'ils savent que l'atout majeur au niveau géopolitique et géostratégique, c'est vraiment la population jeune. Et la population jeune africaine est pétrie de talent. Je le dis encore. C'est, comme conseil, c'est de croire vraiment à ce talent-là qu'on a. Et une fois qu'on ait développé ce talent-là et le mettre au service de l'Afrique. Parce que je le dis et je le redis, vous pouvez avoir le statut que vous avez si vous êtes africain, noir. Tant que l'Afrique est à genoux, personne ne va vous respecter. Pour finir cette interview, comme activiste, quels conseils pouvez-vous demander ou qu'est-ce que vous pouvez demander à la société en général? Ce que je peux demander à la société des deux côtés, oui. Au niveau de l'Espagne, d'abord, c'est de s'ouvrir, de voir qu'il y a un monde au-delà de l'Espagne. Aux Européens en général, il faut qu'ils comprennent que l'Europe n'est plus le centre du monde. L'Europe n'est plus, disons, le nombril du monde où tout le monde doit regarder vers l'Europe. L'Europe, je dis toujours, il faut qu'ils comprennent que l'Europe, c'est une petite province du monde. Et tout ne tourne pas autour de l'Europe. Et avec ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ils regardent la personne qu'ils ont devant. Et au niveau de l'Afrique, ce que je peux dire, c'est qu'on se prenne au sérieux. Qu'on se prenne au sérieux parce que parfois, on a tendance à se mépriser nous-mêmes. Un Africain qui est dans un grand poste, nous-mêmes on doute de cet Africain. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, je le dis avec beaucoup de peine. On a tendance à dire, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui a fait que... Non, on peut arriver en tant qu'Africain avec notre savoir-faire, qu'on a beaucoup de savoir-faire. Donc, je crois qu'on doit se prendre au sérieux et comprendre que quand on est quelque part, c'est parce qu'on mérite d'être là et c'est parce qu'on est là parce qu'on a travaillé aussi, parce qu'on a du savoir-faire, on a quelque chose à apporter dans cet endroit où on se trouve. Voilà, Monsieur Sagnier, nous sommes au thème de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir accordé de votre temps et j'espère que pour votre projet d'avenir, nous vous souhaitons beaucoup de chance, Monsieur le futur diplomate, si on peut le dire ainsi, et bon courage. Merci à vous, c'était vraiment un entretien vraiment riche. J'ai toujours fait des entretiens en espagnol et c'était aussi un défi de le faire en français. Et je suis camerounais, c'est pas que je parle pas français, mais c'est l'un des rares entretiens que j'ai fait en français. Et c'était d'ailleurs très bien, j'étais à l'aise, donc merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci. Prenons rendez-vous comme ça tous les dimanches sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et sur notre adresse web www.sector237